Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mercredi 2 mai, j'étais l'invité de Punchline sur CNews. Alors c'était une émission qui était assez, disons, dynamique et dans laquelle il y a eu beaucoup d'échanges avec le député de La République En Marche, Sylvain Maillard notamment. Et dans cette émission, le dispositif était vraiment très contre la France Insoumise, jusqu'au bandeau qui était diffusé pendant l'émission. C'est ce que d'ailleurs j'ai signalé au cours de l'émission. Et je sais que beaucoup d'entre vous me disent dans les commentaires que quand il y a ce genre d'émission, il y en a certains qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Mais je vous invite à regarder quand même cette vidéo en entier parce que je sais que j'ai pu à certains moments placer des choses qui sont relatives au programme L'Avenir en commun. Donc j'ai pu placer du fond et je pense que ça peut vous intéresser de regarder ça. Bref, je vous laisse regarder ça, j'espère en entier. Et je vous retrouve à la fin. Bonsoir à tous et bienvenue dans Punchline, le gouvernement sur la défensive après les désastreuses images des casseurs en pleine action hier à Paris en marge des défilés du 1er mai. Gérard Collomb et Édouard Philippe montent au créneau depuis hier soir pour nier tout laxisme de leur part. Le ministre de l'Intérieur n'hésite pas à montrer du doigt la France Insoumise qui, selon lui, excite les casseurs bigres. Rien que cela. Voilà une accusation bien grave à laquelle nous allons répondre dans un instant avec mes invités. On verra aussi que c'est le moment qu'a choisi le président Emmanuel Macron en voyage en Australie pour annoncer la suppression de l'exit tax. Une taxe pour les Français qui s'expatrient. Patatras, voilà qui va relancer de plus belle la rengaine sur le président des riches. Allez, on débat de tout cela dans un instant, juste après les titres de l'actualité avec vous, Patrice Boisfer. Bonsoir Patrice. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. C'est donc reparti pour la grève à la SNCF. 7e épisode, la direction qui prévoit demain un TGV sur 2. Même chose concernant les Transiliens. Pour le TER, ce sera 2 sur 5 et puis un Intercité sur 3. Alors je vous rappelle que cette grève perlée continue demain mais aussi vendredi. Les cheminots qui doivent rencontrer Édouard Philippe ce lundi à Matignon. Grève sur le rail mais aussi dans les airs. Air France prévoit d'assurer 85% de ses vols demain. Il s'agit de la 12e journée de mobilisation au sein de la compagnie aérienne touchée par un important mouvement social concernant l'augmentation des salaires. Et puis le procès de l'agresseur présumé de Marin a débuté aujourd'hui à la cour d'assises de Lyon. Atteint de lésions cérébrales irréversibles, le jeune homme de 20 ans a été tabassé, je vous le rappelle, en 2016 pour avoir pris la défense d'un couple qui s'embrassait. L'agresseur, mineur au moment des faits, risque jusqu'à 15 ans de prison. Et puis un petit mot de sport qui va rejoindre le Real Madrid de Zinedine Zidane en finale de la Ligue des Champions. L'AS Roma battu 5-2 en demi-finale à l'aller par Liverpool. Rêve d'un nouveau miracle. Après tout, les Romains avaient remonté déjà 3 buts. C'était au tour précédent face à Barcelone. Un match à vivre à 20h45 sur Canal+, mais aussi en clair ce soir sur C8. Avis aux amateurs, Laurence. Merci beaucoup Patrice Boisfer. C'est l'heure de Punchline, on va parler de ces lendemains de 1er mai qui déchantent avec Sylvain Maillard, député de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir Laurence Ferrari. Avec Jordan Bardet, la porte-parole du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Avec Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. On va répondre avec vous aux accusations que porte le gouvernement contre la France Insoumise. Et Jean-Claude Dacier, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique, notamment sur CNews. On va évoquer ce gouvernement qui n'en finit plus de se justifier après les dégradations d'hier en plein cœur de Paris. Après le préfet de police, ça a été le ministre de l'Intérieur et puis le Premier ministre. Et puis rebelote aujourd'hui, tout le monde remonte au créneau pour dire que non, il n'y a pas eu de laxisme. Non, on n'aurait pas pu faire autrement. Les Français en jugeront. Les comparutions immédiates de certains casseurs vont commencer dès demain devant le tribunal de grande instance. Alors, est-ce que c'est la faute de la France insoumise? C'est en tout cas l'accusation qu'a très vite portée Gérard Collomb. Écoutez-le ce matin. Aujourd'hui, il y a des appels qui sont lancés de toute l'Europe pour pouvoir venir en France lors de ces manifestations. Donc comment on fait ? Vous comprenez, lorsque vous avez une partie de la classe politique sur les marches qui appellent à faire la fête à Macron, certaines le prennent effectivement au pied de la lettre et disent ben voilà, on va aller effectivement dans une volonté de casser un certain nombre d'agents des forces de sécurité et donc de subvertir l'État républicain. Sylvain Maillard, La République En Marche. Vous accusez la France Insoumise, on a M. Léaumont qui est en face de vous, de la France Insoumise, de quoi? D'animer les casseurs, de les exciter, de les emmener à la bagarre? Moi, je ne fais pas de lien direct entre la France Insoumise et les casseurs, parce que ce sont avant tout des voyous, des bandits, ce sont des personnes qui mettent à feu et à sang les rues de Paris, et je ne fais pas de lien direct. Par contre... Donc vous n'êtes pas d'accord avec le ministre de l'Intérieur? Je vais juste terminer mes propos tranquillement. Je suis député, je peux m'exprimer tranquillement, j'ai une parole libre. Je me permets juste de dire que je crois que parfois, des propos de la France Insoumise, des députés de la
France Insoumise, nous les subissons en permanence dans l'hémicycle, peuvent laisser à penser que finalement tout est possible, que la démocratie n'existe pas et qu'il faut en permanence une révolte. Vous savez, on a eu il y a 2 semaines maintenant l'asile, immigration, intégration. Sur cette loi-là, on a entendu tout et son contraire, comme quoi il n'y a plus de démocratie en France, que Macron est le pire des présidents, que nous allons remettre en cause le droit d'asile, que c'est ce que vous faites. L'intégralité, je dirais même des amendements sont contestés en permanence. Alors, Monsieur Léaumont, à vous. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Non, mais vous dites, sur le droit d'asile, par exemple, vous êtes en train d'augmenter les peines pour les mineurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça... On augmente absolument pas. Attendez, on ne parle pas sur la loi asile-immigration. On va rester sur ce qui s'est passé hier. À Paris, les casseurs, le 1er mai, Gérard Collomb dit que c'est la France Insoumise. Je constate déjà une chose, c'est que, a priori, vous n'êtes pas d'accord avec M. Collomb, et c'est plutôt une bonne chose, puisque ces propos de M. Collomb sont absolument scandaleux. Évidemment, chaque fois qu'il y a eu des violences, la France Insoumise les a condamnées, et on n'a pas attendu M. Collomb pour condamner ces violences. En revanche, il y a une question qui se pose maintenant. C'est ces violences, elles ont eu lieu sous la responsabilité d'un ministre, qui est le ministre de l'Intérieur, M. Collomb. Et quand le syndicat de police, Vigie, déclare que les consignes qui ont été passées étaient, s'il y a de la casse, laissez faire, eh bien moi je me pose des questions sur les responsabilités du ministre de l'Intérieur et pas sur la France Insoumise qui a toujours été extrêmement claire sur ce genre de cas. Et vous pouvez écouter tous les discours de Jean-Luc Mélenchon sur le sujet, et notamment celui qu'il avait fait le 5 juin 2016 en lançant sa campagne, et dans lequel il avait été extrêmement clair sur les violences. Il l'a été de nouveau ce matin chez Jean-Jacques Bourdin, donc on ne peut absolument pas faire le reproche à la France Insoumise d'être du côté des casseurs. Enfin quand même, c'est absolument dingue. Ces gens-là... On n'a pas dit que vous étiez du côté des casseurs, on a dit que vos propos pouvaient laisser songer que tout ces est gens-là possible font du mal au et que mouvement social. Ces gens-là démobilisent des gens qui pourraient vouloir venir aux manifestations. Évidemment que non. Nous sommes dans une opposition démocratique à la politique d'Emmanuel Macron. On n'a pas besoin de casser des trucs pour dire notre position et pour l'expliquer sur le fond. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure sur l'exit tax. Absolument. Alors, Jean-Claude Dacier. Moi, je ne pense pas non plus que l'argumentation ou l'argumentaire du ministre de l'Intérieur soit totalement pertinent en l'état. Néanmoins, cher monsieur, j'ai quand même vu un tweet de Jean-Luc Mélenchon disant qu'il s'agissait là de bandes d'extrême droite. Donc, attendez. Allez-y. Honnêtement, il aurait peut-être mieux fait de se taire sans savoir quoi que ce soit. C'est les bandes d'extrême droite. Facilité de langage. Donc, chacun essaie de garder son sang-froid. Ce que je pense sur les incidents graves, c'est on a franchi quand même, me semble-t-il, un palier hier. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Sur la loi El Khomri, il y a eu aussi énormément de dégradations, il ne faut pas l'oublier. Une centaine de véhicules, 1200 quand même. Ça ne se compare pas. Comme vous aviez là une armée en effet organisée. Moi, j'ai craint le pire. Et c'est pour ça que je ne partage pas les critiques qui sont en revanche adressées au ministre de l'Intérieur sur sa gestion de la crise et aux forces de police. Je pense que ça c'est globalement, pas seulement. Il n'y a pas eu de vraie violence. Il y a eu une concession Renault brûlée, il y a eu un McDonald's. Vous avez vu les images quand même. Mais j'ai vu. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'affrontement, et il y a eu 200 arrestations. Le bilan de la police hier après-midi, je suis désolé, je maintiens mon sentiment, n'a pas été désastreux, loin s'en faut. Jordan Bardella, votre sentiment, vous, pour porte-parole du Front National? J'ai pu débattre hier avec plusieurs représentants de la France Insoumise et ils ont quand même eu un peu de mal à condamner pas l'agissement en soi que tout le monde condamne, mais en l'occurrence à condamner ces milices d'extrême gauche. Même M. Mélenchon d'ailleurs dans son tweet, que je crois est un tweet parodique à la base. En l'occurrence, ces images qu'on a vues hier dans Paris, ce ne sont pas les premières. Enfin, ça fait plusieurs mois, même plusieurs années qu'on voit ces milices d'extrême gauche qui sont parfaitement identifiées par les services de renseignement, qui sont des milices Black Bloc, qui sont des milices Antifa et qu'on voit régulièrement à l'œuvre dévaster les centres-villes, s'en prendre à nos forces de l'ordre, lancer des appels sur les réseaux sociaux, puisque dès le matin, ces milices annonçaient « nous serons près de 1000 cet après-midi dans les rues de la capitale ». Et face à ça, le pouvoir est complètement largué. Enfin, moi, je veux dire, aucune disposition de sécurité n'a été prise. On peut se poser la question, monsieur, comment est-ce que 1200 Black Blocs peuvent se retrouver en tête de cortège? Enfin, je veux dire, je crois que les services sont totalement défaillants. Je crois qu'il y avait des manifestants qui manifestaient de manière pacifique hier. Ça me semble évidemment la moindre des choses. Maintenant, je crois qu'il y a de véritables défaillances dans l'appareil d'État. Et je crois que c'est un peu inquiétant. Donc, monsieur Collomb, plutôt que de tweeter, il fera mieux de remettre le pays en ordre. Et nous allons demander, avec les députés du Front National, la tenue d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur ces défaillances d'État. Et vous serez donc à l'unisson du Parti Socialiste qui va demander à peu près la même chose. Oui, enfin, pardonnez-moi, mais le Parti Socialiste, on n'a pas entendu. Manuel Valls a eu l'occasion pendant plusieurs années, pendant tout le quinquennat Hollande, de dissoudre les milices antifa, notamment et les milices d'extrême gauche. Il ne l'a pas fait, alors qu'il l'a fait pour certains groupuscules d'extrême droite. Il aurait pu très bien le faire également et engager une procédure de dissolution.
situation de Alors, Là, le gouvernement ne fait pas Léomant. non plus. Il y a eu également des milices d'extrême droite qui ont Ah, oui, attaqué des gens, notamment à Montpellier. Nous, on demande que ce genre de groupe violent, qui là en plus s'attaque à des personnes et non pas à des biens, soit dissous. Après, je veux simplement revenir sur une chose, parce que vous parliez du tweet tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon s'en a expliqué ce matin. Il a expliqué la situation dans laquelle il était, qui était qu'il prenait son train et il n'a pas forcément vu ce qui s'est passé. Oui, Mais il a par accusé ailleurs- des milices par d'extrême ailleurs, droite, on je- le rappelle pour nos je veux- téléspectateurs oui, voilà. qui ne Je veux s'en simplement souviennent dire une peut-être chose, pas. c'est que Bon, au bah, final, c'est pas grave, alors c'est s'il que prenait juste son au train. final, ça a eu un intérêt, c'est qu'au minimum, Moi, il a ça trouvé un train, déjà. au minimum, ça a posé la question sur qui sont ces gens. C'est-à-dire que ça a eu au moins un effet positif qui était que ça obligeait à s'interroger sur qui étaient ces gens et donc à ne pas rentrer dans des choses simples. Patrice Boisfer, on va voir quand même que sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'appels de la part de la France Insoumise de François Ruffin à bouger, en tout cas à se François mobiliser. Ruffin, très excité, très mobilisé pour son rendez-vous de ce samedi, le 5 mai, la fête à Macron, vous le savez, ce sera donc avec ce départ du côté de la place de l'Opéra. Alors comment ça se passe sur le plan de la com? On a trouvé pas mal de vidéos qui sont souvent tournées sur le ton de l'humour, mais le fond est beaucoup plus sérieux. Regardez cet extrait. C'est la fête à Macron. Fête refaite jusqu'à sa démission. C'est la fête à Macron. Fini les paillettes, rend les clés de la nation. Le 5 mai c'est prévu, nous on va rien lâcher. Emmanuel torturé va devoir se tirer. Alors c'est assez explicite quand même, Sylvain Maillard. C'est affligeant. C'est vraiment affligeant. Voilà, c'est le niveau de ce qu'on peut avoir de la France insoumise en permanence, une contestation du président, contestation non pas de ses idées, il y a si contestation des idées, mais oui. contestation de ce qu'il est. C'est-à-dire de remettre en cause sa légitimité, de remettre en cause la légitimité de sa majorité parlementaire. Bref, c'est en permanence ça. Voilà, c'est bien triste. Et un autre exemple pour terminer. Oui, un autre exemple, effectivement, François Ruffin, toujours à la baguette, toujours aux commandes pour son rendez-vous de samedi, qui retweet beaucoup de vidéos, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens sur Facebook qui sont aussi très connus, comme Vincent Verza ou encore d'autres sympathisants qui font des compilations de ses sorties. Regardez. Si l'offensive est générale, nous voulons le débordement général. On a affaire à autre chose, quelque chose qui est moins visible, qui est souterrain, pour moi beaucoup plus massif, beaucoup plus explosif. C'est une vaste aspiration à autre chose. Alors, Jean-Claude Dacier, qu'est-ce que ça vous inspire encore? Ça m'inspire que le climat va se dégradant. Je pense que les Français majoritairement pensent que le gouvernement est trop laxiste à l'égard du spectacle qu'on a vu hier. Je pense qu'il a commis une erreur avec l'aéroport. J'en reviens toujours là, mais j'en démords pas. À Notre-Dame-des-Landes, ah oui. Notre-Dame-des-Landes. Rester bloqué sur Notre-Dame-des-Landes, oui. En ne faisant pas l'aéroport qui était souhaité par la région, qu'on le veuille ou non, délégitimation des élus, délégitimation du suffrage populaire. On avait fait un référendum. Grosse erreur. Et cadeau. Victoire offerte aux zadistes qui sont toujours sur place. On a bricolé, vite fait, bien fait, quelques contrats pour faire du fromage de chèvre ou des œufs biologiques. Très bien. Je pense qu'il y en a encore plusieurs centaines. D'ailleurs, ils étaient sans doute hier après-midi pour faire le déplacement. Il y en a encore quelques centaines qui sont sur place. Le gouvernement lance des ultimatums, je me perds même dans les dates, mais il ne se passe rien. Les ultimatums passent et plus personne n'intervient. Je vois bien qu'il y a la crainte d'un gros pépin. Bien sûr, oui. Mais honnêtement, je pense que les Français considèrent que là, trop c'est trop. Et encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous, le spectacle d'hier, heureusement, n'était pas un spectacle quotidien, on a franchi un pas hier. Encore une fois, les images pendant des minutes et des minutes, et la mise à feu des voitures et des boutiques, de ces 5 ou 6 ou 7 rangs de types venus là pour casser du flic, ou casser je ne sais quoi, parce que pense-t-il anticapitaliste, bon si on veut, c'est un spectacle qui n'a pas été vu souvent. Et heureusement, et je pense que les Français trouvent que le gouvernement, à cet égard, globalement, est trop laxiste. Oui, moi j'étais à Nantes pendant le meeting de Marine Le Pen. Oui, à Nantes, ça cogne aussi, c'est vrai. Et je peux vous dire que je les ai vus en face, c'est les mêmes, dévastés. Et effectivement, c'est très marrant de voir ces gens. Ce sont les mêmes qui mettent le bordel dans les facs, ce sont les mêmes qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, ce sont les mêmes qui sont à Notre-Dame-des-Landes en train de caillasser la police et de tirer à l'arme lourde sur nos policiers. Vous êtes bien renseigné, hein. Vous avez des informations non, vous connaissez absolument tous, tout le monde sur Notre-Dame-des-Landes. Je
fois que vous vous occupez des réseaux sociaux à la France Insoumise, vous devriez traîner un peu plus souvent sur Facebook parce qu'on voit des images. Vous devriez aller au RG, vous avez l'air d'être des images assez affligeantes, et je crois qu'il y a un sentiment de laxisme inouï de la part du gouvernement. Donc effectivement, M. Macron parle beaucoup. Maintenant, on aimerait qu'il agisse et qu'il soutienne concrètement nos forces de l'ordre. Et effectivement, on a l'impression d'une porosité entre certains propos de la France Insoumise et ses milices d'extrême gauche. Encore une fois, moi je vous dis, hier j'ai débattu avec certains de vos représentants qui ont refusé clairement d'appeler à la dissolution de ces groupes et qui ont refusé encore une fois de les condamner. Quand M. Mélenchon nous explique que ce sont des groupuscules d'extrême droite, enfin pardon, mais je viens de vous expliquer quelle était la situation. Je pense que mais vous êtes pas en accord avec M. Mélenchon. Je voudrais juste dire, si, je suis en accord avec M. Mélenchon. Je voudrais juste dire un truc parce que tout à l'heure vous avez passé un clip qui a été réalisé probablement par quelqu'un qui soutient la manifestation. Quand il y a des manifestations, les gens fabriquent du contenu. Là, en l'occurrence, c'est une personne qui fabrique du contenu qui est relayé, pas relayé, ça dépend des fois. Mais ce que je trouve intolérable et vraiment insupportable, et y compris dans le dispositif que vous mettez en place ici, parce que pendant tout le moment où vous diffusiez ça, il y avait un bandeau qui disait « La France Insoumise encourage-t-elle les violences ?» Qu'est-ce qui, dans ce clip, encourage les violences? Je suis désolé, c'est quelqu'un... Nous sommes dans une opposition démocratique. Nous appelons à manifester contre la politique d'Emmanuel Macron. Que ça vous plaise ou pas, il y a une opposition démocratique dans ce pays. Vous appelez pas à manifester, en l'occurrence. Mais bien sûr que si. Dans le clip. Bien sûr que si. Quand vous appelez à le torturer Mais à le torturer, il n'est pas question de ça. Il est question... Le mot d'ordre... Qui rendent les clés de la nation. Pour vous, ça, c'est bon, c'est de la démocratie. Moi, j'appelle pas ça de la démocratie. Non, mais vous avez le droit d'être dans une opposition. Moi, je vous reconnais toujours d'être dans l'opposition. C'est une manière d'exprimer une opposition. Vous ne condamniez pas officiellement, fermement, ce type d'agissement. Vous ne dites pas, nous sommes éloignés, nous n'avons rien à faire avec eux. C'est ça qu'on vous reproche. Mais attendez, vous êtes en train de mélanger deux choses. Vous êtes en train de mélanger un clip qui vient d'être diffusé, que moi je trouve retweeté par l'un de vos députés, pardon. Mais c'est très bien. Discutable. Une vidéo que vous trouvez discutable ou pas? Je la trouve pas discutable. Je trouve ça amusant. Je trouve ça. D'accord. Mais à la rigolade. Excusez-moi, quel est le problème dans cette vidéo? Qu'ils rendent les clés de la nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils rendent le pouvoir. Ça va arriver à un moment donné, que vous le vouliez ou non. Ça va arriver. Ça, sûrement, oui. Bon. Donc ça arrivera peut-être dans 4 ans, ça arrivera peut-être un peu plus tôt. Je voudrais pas capable d'aller au bout de son mandat, comme il l'a dit d'ailleurs à Édouard Philippe. Je ne sais pas si j'anticipe, mais il y a 108 ou 109 manifestants, casseurs, d'hier après-midi qui sont encore en garde à vue. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que sous quelle incrimination? Je sais bien qu'il est soi-disant interdit de participer à des manifestations auxquelles on n'a pas été convié, que la cagoule, mais je crains qu'il soit extrêmement difficile pour l'institution judiciaire de qualifier ce type de comportement. Alors il y a 4 ou 5 étrangers, dont un Syrien. Je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Bon, l'expulsion paraît s'imposer. On va voir ce que va faire. On va voir ce que va faire l'institution judiciaire. Reconnaissons d'ailleurs que pour elle, ça ne doit pas être simple non plus. Quelle incrimination? Combien vont rester ce soir en garde à vue? Combien vont être mis en examen? Pour quel motif? Ça va être intéressant, mais je répète que le climat actuel est malsain, que l'opinion réclame de la fermeté et que pour l'instant, on tarde peut-être à la personne. Alors, on va écouter quelqu'un qui a fait polémique hier par ses propos. C'est Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. Il affirme non seulement comprendre la violence d'hier, mais mieux, il la juge légitime. Écoutez. Le gouvernement, à force de semer la violence, et il la récolte, et la colère aujourd'hui qui existe, c'est l'illustration de la violence, c'est l'illustration de cette colère-là. Il y a un ras-le-bol de cette société-là. Il y a des jeunes qui ont envie d'en découdre. Et aujourd'hui, quand on voit l'armada policière qu'il y a un peu partout et qui cherche à étouffer la contestation, oui, effectivement, quelque part, cette violence-là, elle est légitime. Elle est légitime. Voilà, alors Sylvain Maillard, votre réaction? L'armada policière. Moi, je voudrais encore saluer les policiers, parce que ce sont des femmes et des hommes, des pères et des mères de famille, qui hier, une fois de plus, se sont fait caillasser, ont pris des pavés, enfin un peu de tout, des bombes lacrymogènes en permanence, au risque de leur vie, au risque de blessures, en faisant un travail admirable. Moi, je voudrais les féliciter. Je trouve ça scandaleux. Les propos que vient de tenir M. Poutou, je trouve ça scandaleux. Jordan Bardella. Poutou, je peux me permettre l'expression parce que j'ai 22 ans, mais je pense que c'est une racaille d'extrême gauche qu'il faut quand même le rappeler, qui appelait à désarmer les policiers alors que des policiers étaient en train de se faire tuer sur les Champs-Élysées à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et je pense qu'il n'honore personne. Donc moi, commenter les propos de Philippe Poutou, ça m'intéresse très peu. Nos forces de l'ordre travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles, avec un manque de moyens évident. J'entends le soutien que vous leur apportez, mais en l'occurrence, ils ont besoin d'un soutien réel de l'État dans leur mission. Ils ont besoin de plus en plus de moyens. Ils ont besoin d'une augmentation significative de leurs effectifs. Moi, je suis élu de banlieue, je suis élu en Seine-Saint-Denis.
Et tous les jours, nous recevons des témoignages de nos policiers qui sont insultés dans les cités, qui sont pris à partie et qui ne peuvent strictement rien faire parce que d'une part, ils n'en ont pas les ordres et parce que d'autre part, lorsqu'ils font le travail, la justice ne suit pas derrière et relâche systématiquement les individus qui sont ensuite arrêtés, les trafics qui sont démantelés. Donc je crois que nos forces de l'ordre ont un réel besoin de soutien et je crois que les Français aspirent aujourd'hui à un retour massif de l'ordre dans le pays et ils aspirent à ce que nous remettions ce pays en l'état. Voilà. Un mot sur Poutou qu'on voit ici de temps en temps. D'habitude, il sourit tout le temps. Même quand il nous dit des choses graves, il est toujours avec le sourire, il trompe un peu son monde. Là, il souriait pas du tout. Mais je vais pas prendre pour le plaisir le contre-pied, mais lui au moins est cohérent. Il se planque pas. Il est cohérent, c'est ce qu'il pense. Et c'est ce que pense avec lui entre 0,5% et 1,5% et peut-être davantage, je n'en sais rien. De l'extrême gauche. De l'extrême gauche française, c'est-à-dire qu'il légitime clairement la violence et qu'ils appellent à bouffer du flic. Ça participe quand même on est un des rares pays où ça existe encore. Ça participe à ce climat particulier qui, encore une fois, me semble-t-il, est en train de se dégrader. Et il faudrait, je pense, je ne vais pas me permettre d'interpeller le président de la République ou le Premier ministre, mais il devrait faire attention quand même. D'accord. Une violence que vous condamnez très clairement à la France Insoumise. Non, mais clairement, moi, les propos qu'il tient là, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour qu'on caillasse des policiers. Ça me semble pas être une activité révolutionnaire efficace pour la prise du pouvoir. Alors, on va écouter Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire du PS, qui lui souhaite une commission d'enquête parlementaire. Écoutez-le. On a un gouvernement qui joue la tension, qui cherche en réalité une victoire totale sur le monde syndical, qui cherche son écrasement. Et donc, c'est une difficulté aussi, parce que ça conduit, ça provoque, ça nourrit les radicalités. Alors là, on est sur un autre registre, Sylvain Maillard. C'est donc l'État, par son intransigeance, son manque de dialogue, qui nourrit la radicalité. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure ? Là, on parle du Parti socialiste. C'est une opposition politique classique. C'est la faute du gouvernement, quelque part dédouaner en partie les casseurs. Moi, je trouve pas ça. Je trouve pas ça. Moi, je trouve ça étonnant d'avoir ces propos-là. Après, qu'il souhaite une commission parlementaire, pourquoi pas ? C'est son droit d'ailleurs de le porter. Bon, on verra s'il la porte, parce que souvent on fait des effets en plateau en disant je souhaite, et puis finalement on ne va pas jusqu'au bout. Donc à suivre. Monsieur Léaumont ? Non, mais chaque fois qu'il y a une critique qui est portée au gouvernement, vous dites c'est la faute du gouvernement. Bah oui, je suis désolé, vous êtes aux responsabilités. Donc l'opposition critique ce que vous faites si elle n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Il faut l'admettre à un moment donné. C'est ça la démocratie. C'est pas le problème. On n'admet pas le fait qu'il y ait des gens qui lancent des pavés sur des policiers. Non, mais là il n'est pas en train de lancer. Là on parlait pas de ça. On parlait de. Vous venez de dire exactement la même chose. On nourrit les radicalités. On nourrit pas les radicalités. On suit une politique. On suit une politique. Ça, voilà. Une politique qui nourrit des radicalités. Vous êtes opposé à une politique. En aucun cas, cette radicalité doit entraîner de lancer des pavés. Je suis opposé de manière absolument radicale à la politique qui est mise en place par Emmanuel Macron. Je balance pas des pavés, je mets des bulletins de vote dans des urnes. Voilà ce que je fais. C'est la manière que j'ai choisie. C'est la manière que j'ai choisie. Mais quand il intervient le soir même, laissez-moi finir. Mon opposition, elle est radicale. Mon opposition, elle est radicale parce que le programme que nous voulons mettre en place, qui s'appelle l'Avenir en commun, c'est l'opposition point par point à la politique que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc quand vous supprimez l'exit tax, eh ben nous on est contre. Quand vous supprimez l'ISF, eh ben nous on est contre. On va parler de l'exit tax dans un instant. Vous êtes en train de faire la politique. Je ne vous ai pas entendu condamner les Oui, c'est ça. Vous êtes en train de faire la politique. Vous mélangez tout. Je ne vous ai pas entendu condamner les violences d'hier. Et monsieur Vous m'avez pas entendu ? Je viens de le faire à l'instant sur ce plateau. Mais vous individuellement, mais on sent quand même. Franchement, vous êtes dans un truc complètement planant. Je viens de le faire sur ce plateau. Je viens de le faire. Si vous voulez, Mélenchon l'a fait ce matin. Je ne peux pas faire mieux. Donc nous sommes dans une opposition radicale à ce que fait Emmanuel Macron, parce que ce que fait Emmanuel Macron, c'est du libéralisme radical. Et donc nous sommes opposés à ça parce que nous voulons partager les vous l'êtes individuellement, mais on sent quand même chez la France Insoumise, et ce qui fait que ça nourrit aussi une certaine... On pourrait parler des militants FM aussi, si vous voulez aller par là. Oui, quand vous voulez, mais une certaine porosité entre vous et ces milices d'extrême gauche. En train d'être dans les Alpes. Permettez-moi, je vais vous répondre. On va parler de génération identitaire. On sent quand même une porosité, si vous voulez, entre votre mouvement et ces milices d'extrême gauche, dans la mesure où vous refusez systématiquement, vous prenez des pincettes pour condamner ce type d'action. Mais enfin, je viens et on a dire mais vous, à titre personnel, mais je veux dire, quand monsieur Mélenchon nous explique qu'il peut s'agir de milices d'extrême droite, redescendez sur terre. Vous savez très bien d'où viennent ces gens-là. Maintenant, sur Génération Identitaire. Sont violentes. Sur Génération Identitaire.
je crois pas qu'il y ait une menace d'extrême droite aujourd'hui massive dans le pays. À chaque fois, ce sont on va juste expliquer ce que fait Génération Identitaire. Si vous n'écoutez pas ce que je dis, ça va mal se passer. Non, mais les renseignements qui généraux était en haut des Alpes pour soi-disant surveiller la frontière, pour empêcher les migrants d'arriver. Donc voilà, il y a eu cette action symbolique qui a été menée et vous êtes interpellé. Alors moi, je ne suis pas l'avocat de Génération Identitaire. Maintenant, cette action était-elle Mais vous légale? soutenez cette action? Votre présidente soutient cette action. Et je vais aller plus loin. Je trouve que c'était que l'action qui a été menée par Génération Identitaire était une opération de communication efficace qui tendait à démontrer l'effacement total de nos frontières et le fait que nos frontières nationales ressemblent aujourd'hui à de véritables passoires. Et ils ont souhaité mettre l'accent sur le fait que aujourd'hui, des citoyens sont obligés de se substituer à l'État régalien pour empêcher des migrants et des clandestins d'entrer sur le territoire national. Cette action était-elle illégale? Non. Le débat national, c'est des idées, et Génération Identitaire, ce sont les actions. Non, je veux dire, ce sont deux mouvements totalement différents. Le Front National est un parti politique qui participe pleinement à la vie démocratique. Génération Identitaire est un groupe militant qui mène régulièrement des opérations de communication. Donc, des citoyens font la police en France. Vous êtes en train de dire que des citoyens font la police. Mais ça devrait vous inquiéter, monsieur, parce que vous êtes au pouvoir. C'est vous qui devrez... C'est vous qui devrez réarmer nos frontières nationales. Réarmer nos frontières nationales. Vous condamnez pas nos frontières. Vous dites que c'est efficace. Je ne condamne pas du tout parce que l'action, encore une fois, elle n'est pas du tout illégale. Et d'ailleurs, la préfète du département l'a reconnue. Vous êtes d'accord? Cette l'action qui a été menée par Génération français, je vous l'apprends, un citoyen français ne se substitue pas aux forces de police. L'action qui a été menée par ou aux douaniers. Vous députés, permettez-moi, vous députés, vous nous expliquez que l'action qui vise à se mettre en plein milieu d'une frontière est illégale. Pour interdire l'entrée spécifiquement de populations qui sont peut-être en grande difficulté, je vais vous l'apprendre. On vient de voter il y a quelques jours dans la loi Asile, Immigration, Intégration. Oui, voilà, vous êtes totalement soumis à la gauche. Et vous êtes totalement mais vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Gaga devant l'immigration massive. Merci de le reconnaître. Une famille qui arrive avec des enfants, et là vous avez vos amis qui sont là en train de les bloquer en disant poussez-vous. Mais vous vous rendez compte de la situation? C'est à la police. Vous incitez à la clandestinité. Non, c'est à la police de décider. Mais il n'y a plus de frontières puisque vous les avez supprimées. Et encore une fois, si vous faisiez votre boulot, des citoyens seraient pas obligés de se mobiliser pour rétablir les frontières nationales. Il faut qu'on parle des universités, si vous le voulez bien. Les blocages dans les facultés, les étudiants de Nanterre ont voté la reconduite du blocage jusqu'à lundi. Et puis à Toulouse, le tribunal administratif a ordonné le déblocage de l'université toulousaine Jean Jaurès. On est en duplex. Robin Cantalou, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes le représentant de l'Union des étudiants de Toulouse. Vous vous préparez donc à cette évacuation. Quelles sont vos revendications? Pourquoi ce blocage continue au fond? Les raisons de ce blocage, elles sont très simples. Elles sont les mêmes que ce qui nous ont poussé à nous mobiliser depuis maintenant plusieurs mois, à savoir le refus de la fusion des universités, le refus de la sélection. Maman, je t'aime. Vas-y. Maman, je t'aime. Alors, est-ce qu'on a Monsieur Cantalou en ligne? Il n'y a pas de problème. Nous, on est une fac ouverte. Ne vous inquiétez pas, il y a du monde qui passe. Voilà. Donc les raisons de ce mouvement, elles sont les mêmes que depuis plusieurs mois, contre la fusion des universités, contre la sélection. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de reconduire le blocage jusqu'à demain matin. Et on a appris aujourd'hui la décision à la fois de l'administrateur provisoire de l'université et à la fois de la part du tribunal administratif de nous expulser de l'université, alors qu'actuellement nous sommes dans un mouvement qui est déterminé avec des revendications de fond et que on veut nous faire passer pour des casseurs, pour des gens qui dégradent, pour voire même pour des terroristes, alors qu'aujourd'hui on a des revendications qui sont concrètes. On a un projet de société qui n'est certes pas le même que celui du gouvernement ou de Monsieur Macron et de ses ministres, mais on est déterminé à aller jusqu'au bout dans notre mobilisation. Cantalou, le recteur de la faculté estime qu'il y a environ 400 000 euros de dégâts, qu'il y a des comportements dangereux, comportements à risque, déplacements sur les toits, incursions dans les locaux techniques avec des compteurs électriques. Voilà, encore une fois, il estime que cette évacuation elle est nécessaire pour que les cours reprennent et pour que les examens puissent se tenir. Oui, alors il peut estimer ce qu'il veut, mais le problème c'est que
Personne n'est venu constater quoi que ce soit. Si vous passez sur les occupations, là je suis en compagnie de vos journalistes qui pourront en témoigner, il n'y a pas d'infrastructures qui sont dégradées. J'ai vu que soi-disant on interdisait l'accès au campus à des étudiants parce qu'ils n'auraient pas la même opinion que nous. Ces éléments sont totalement faux. Aujourd'hui le mouvement il se poursuit parce qu'il est majoritaire. Voilà. Il y a au moins une assemblée générale par semaine qui permet d'attester que les revendications sont votées largement, que la grève est reconduite systématiquement et que le blocage est majoritaire sur l'université. Donc aujourd'hui, ce qui pose un problème au ministère, à la présidence de l'université, c'est que le mouvement il soit majoritaire. Voilà. Ok, merci beaucoup de ces explications. Merci surtout à Jean-Luc Thomas, notre correspondant CNews, qui était sur place. Alors, vos réactions, on a entendu, bon, ça a été un peu folklorique on est toujours à la recherche. Très ouverte, on est toujours à la recherche de l'introuvable convergence des luttes. Je ne sais pas si on finira par y arriver à gauche et à la gauche de la gauche. Bon, moi je pense que le mouvement dans les universités est en train petit à petit de s'asphyxier. On verra, je peux me tromper. Moi ce qui me gêne dans tout cela, c'est le blocage. Par définition, une faculté doit être ouverte, libre d'accès à tous. Et c'est pas ce qui se passe. Mais là, on a affaire aussi à des gens qui n'ont jamais protesté, quand depuis des années, au terme de la première année d'université, vous tombez 60% des étudiants. Ça ne les a jamais gênés. On tirait au sort, vous savez, comme à la Française des Jeux, on tirait au sort les boules pour savoir qui allait dans telle filière ou dans telle autre. Ça n'a jamais gêné personne. Là, vous avez un ministre, je ne suis pas expert, mais vous avez un ministre qui essaie de répondre à la demande, de trouver des solutions, de mettre des moyens, et ces jeunes gens essaient de bloquer tout ça et de faire en sorte que rien ne se passe. Ce sont des adversaires politiques. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt des étudiants. C'est une partie qui est gagnée pour vous, Sylvain Maillard, à La République En Marche. Dire Jean-Claude Dacier est parfaitement la vérité. C'est-à-dire que, moi je rappelle juste que cette loi, on part d'un tirage au sort. L'année dernière, on avait du tirage au sort des étudiants APB, qui tirent au sort. APB. C'était un scandale. C'est un scandale. On a l'impression que quand on les écoute, c'était mieux. Et l'article 1 de cette nouvelle loi pour la réussite à l'université, il n'y a pas de sélection. Qu'on soit bien, il y a article 1, il n'y a pas de sélection. Vous pouvez contester ce qui est écrit, mais il n'y a pas de sélection. Vous supprimez du code de l'éducation ce que l'on demande, la vraie sélection, et vous l'avez dit, et merci de l'avoir rappelé, la vraie sélection à l'université, c'est que 60% des étudiants qui arrivent à l'université sont en échec scolaire, 60% à la fin de la première année. Il faut que pas en échec scolaire, ils ne sont pas en échec. Ils sortent, mais pas tout simplement. Pourquoi ? Mais il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Vous savez, ça travaille les étudiants. Il y a plein de raisons. En tout cas, ceux qu'on vient de voir, a priori, ne travaillent pas beaucoup. Qu'est-ce que vous... Mais alors là... s'ils sont en grève, je ne pense pas qu'ils travaillent. Donc la seule chose que je veux dire, pour payer leurs études. Ce que je veux vous expliquer, pour les aider. Ce que je veux vous expliquer, on a mis plus de 700 millions cette année. On remettra 1 milliard sur le quinquennat. Il faut plus de moyens. Je vous entends et je suis d'accord avec vous. Plus de moyens pour les étudiants. Mais il faut aussi aider les étudiants, entre autres, pour leur donner les prérequis pour réussir en première année d'université. Et c'est ça que nous avons mis en place. Aider à étudier. Monsieur Léaumont et ensuite Monsieur Bardella. Il y a plusieurs choses en même temps. D'abord, s'opposer à la mise en place de la sélection à l'université, ça ne veut pas dire être pour le tirage au sort. Encore une fois, opposer tirage au sort, sélection, et vous préférez le tirage au sort, ça n'a pas de sens. Mais il n'était pas en grève, ce monsieur. Laissez-le terminer, laissez-le parler. Nous disons une chose, c'est qu'il faut mettre autant de moyens dans l'université et créer autant de places qu'il y a de demandes. Si vous voulez pas qu'il y ait de sélection, le seul moyen de faire ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait assez de places. Et si vous faites ça, alors vous n'aurez pas de sélection et vous n'aurez pas non plus besoin de tirage au sort parce que les places correspondront aux demandes. Par ailleurs, comment on fait pour créer en 3 mois on met de l'argent, 3 universités? Mais c'est pas en 3 mois. C'est 3 mois. Nous sommes arrivés il y a 10 mois aux affaires. Il faut créer en 3 mois 3-4 universités. C'est extrêmement prévisible le nombre de personnes qui vont arriver à l'université. Et les profs, vous les trouvez où? Mais attendez. Et les profs et l'encadrement. Comment vous avez une baguette magique? Attendez, si vous me laissez juste une minute parler. Non mais j'adorais si vous avez une solution honnêtement. C'est le truc le plus prévisible de la Terre. Il y a des gens qui naissent, qui font des études, quand ils arrivent à 18 ans, potentiellement ils vont aller à l'université. Si vous créez pas assez de place pour ces gens-là, eh ben vous aurez pas assez de place, donc vous serez obligé de faire autre chose. Jean-Luc Mélenchon est dans les affaires depuis 30 ans. Il est élu depuis 30 ans. Nous venons d'arriver depuis 10 mois. Comment voulez-vous que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Vous savez pertinemment, le moment où Jean-Luc Mélenchon a été ministre, c'est-à-dire au pouvoir dans les fonctions exécutives, il a mis en place la licence professionnelle. Donc oui, quand il était au pouvoir, il a fait des choses. Et la prochaine fois, ça serait bien d'ailleurs qu'on décide de choisir quelqu'un qui va agir et pas continuer à faire la politique. Alors, ceci dit, c'est pas en soutenant les blocages que vous allez faire avancer le pays.
Je voudrais juste dire un truc, parce que très rapidement. Mais le vrai problème, c'est les moyens des étudiants. Nous, on propose un truc simple, c'est l'allocation d'autonomie. C'est-à-dire, en fonction des revenus des étudiants, sous conditions de ressources, vous mettez en place quelque chose qui leur permet de faire une chose, faire des études. Parce que c'est ça qu'on fait quand on est étudiant. On fait des études. On ne doit pas aller travailler chez McDo. On ne doit pas aller travailler chez Quick. On doit faire des études. Et ça, c'est la richesse de la France. C'est l'enseignement. Ok. Un mot de Jordan Bardella et après on partira à la SNCF. C'est le principal pour joindre Anthony Favali. Je crois que surtout que les universités sont complètement engorgées et qu'en réalité, depuis un certain nombre d'années, on a tout fait pour pousser les bacheliers à se diriger vers l'université. Or, je crois que ce système, il est profondément inégalitaire. En réalité, il faut pouvoir mieux orienter. Je crois que ça commence dès le collège, en mettant fin, par exemple, au collège unique. Et je pense qu'on peut savoir dès le plus jeune âge si on est plutôt fait pour des filières manuelles, pour des filières professionnelles qu'il faut revaloriser, ou si on est plutôt fait pour se diriger vers des sciences humaines. Moi, je suis favorable à la sélection à l'université. Maintenant, je ne soutiens pas cette loi parce que, en réalité, elle va mettre le choix de la sélection entre les mains des universités. Je pense que c'est un système qui ouvre à toutes les dérives, mais je ne soutiens en revanche pas les blocages parce qu'en réalité, il y a de nombreux élèves, des milliers d'étudiants qui ont envie de passer leur partiel, qui ont envie de bosser et ils ne peuvent pas le faire parce que certains bloquent et on a vu tous les abus. C'est ça qui a changé depuis 15 ans. C'est ça qui a engendré derrière. Mais bon, voilà, que certains veulent jouer les Che Guevara. On va partir des universités pour aller à la SNCF. 7e round de la grève des cheminots, 13e jour de grève qui débute ce soir. Anthony Favali, vous êtes sur place pour CNews. Où est-ce qu'on en est de la mobilisation du mouvement et rapidement, quelles sont les prévisions de trafic pour aujourd'hui et demain ? Alors on peut parler d'un mouvement qui s'essouffle semaine après semaine. 29% de grévistes pour les prochaines 48 heures contre 33% le 24 avril dernier. C'était le dernier jour comparable à un jour ouvré pour la SNCF. Un autre chiffre qui est encore plus parlant, c'est celui des conducteurs de train grévistes mobilisés ces prochains jours. Ils sont 52% contre 77% au premier jour du mouvement. Résultat, une très légère amélioration du trafic pour ce 7e épisode de grève. Il faudra s'attendre à un TGV sur 2, un Intercité sur 3, 2 TER sur 5, en Ile-de-France, un Transilien sur 2 et puis à l'international, 3 trains sur 5. Alors même si le mouvement s'affaiblit, les cheminots vont tenter de mettre une pression supplémentaire sur le gouvernement avec un grand rassemblement demain à Paris, un rassemblement quelques jours avant une rencontre avec le Premier ministre, ce sera lundi prochain. Merci beaucoup Anthony Favali sur place pour CNews. Jean-Claude Dacier, vous pensez là aussi que le mouvement s'essouffle ou est-ce que non ? J'ai écouté la chanson de Di Preto tout à l'heure que j'adore. J'ai écouté le pastiche qu'en a fait Ruffin ou les gens qui travaillent pour lui. Là, je pense c'est pas la fête de trop, je crois que c'est la grève de trop. Et je pense que la CGT est en grand danger de perdre sa suprématie qu'elle a déjà perdue dans le privé. Mais je pense que sa crédibilité va être lourdement entamée. Parce qu'avec la réforme, pardonnez-moi, que je considère et continue de considérer comme une réforme à minima, c'est-à-dire qu'on ne touche quand même pas à l'essentiel de ce qu'est le service public de la SNCF. 3 mois de grève qui vont peut-être se poursuivre. Je pense que là, on est sur un problème culturel qui n'a plus grand-chose à voir avec l'intérêt des voyageurs et avec même l'intérêt de l'entreprise. Donc c'est un problème politique lourd, grave. Encore une fois, c'est la fameuse convergence des luttes. On essaie d'allumer. Pour l'instant, il semble que ce soit plus compliqué que prévu, mais on va continuer encore, peut-être pendant un mois. SNCF plus Air France demain. Pardon ? SNCF. Oui, Air France, vous avez vu ce qu'en pense. On n'a rien à dire. On n'a qu'à juste écouter M. Laurent Berger. Ce à quoi on assiste, c'est qu'après le dégagisme des politiques, après la crise des partis politiques qui ont explosé dans tous les sens, on est en train, à mon avis, d'assister à une certaine explosion ou implosion de ce qu'a été le syndicalisme à la papa en France depuis 50 ans. Juste un truc sur Air France. Et c'est une bonne chose. Mais très rapidement sur Air France, c'est vraiment idéologique le truc, parce que la grève, selon la direction, elle a coûté 300 millions d'euros. Les augmentations de salaire qui étaient demandées par les salariés qui sont en lutte, c'est 240 millions d'euros. C'est-à-dire que ça aurait sur combien d'années vous comptez 240 millions d'euros ? La première année ? Mais après, oui. Donc il faut multiplier. Oui, ça s'appelle un salaire. Oui, mais il faut multiplier. Donc ça ne coûte pas 240 millions. Ça coûte 240 millions pendant 20 ans. Les bénéfices sont en hausse. Pourquoi vous voulez pas qu'ils soient partagés ? Pourquoi vous voulez pas que les bénéfices soient partagés ? Là, on est dans le cas. Laissons Air France se saboter. Pas tous en même temps, messieurs. C'est surtout les pilotes qui veulent. Pas tous en même temps. C'est tous les salariés. Allez,
vous ne connaissez pas bien le débat. Là, je pense, si vous voulez, qu'on entre maintenant dans l'obstruction bête et méchante, et en réalité, c'est les Français qui en font les frais. Je pense que les Français ont été pris en étau dès le début d'une part par le gouvernement qui a des méthodes de gouvernement assez autoritaristes. On l'a vu avec le recours à plusieurs reprises aux ordonnances, ça avait été annoncé dès le début sur la réforme de la SNCF, et puis des syndicats qui ne représentent plus grand monde. Il y a à peine 8% des Français aujourd'hui qui sont syndiqués. Ce sont des syndicats extrêmement politisés. Et puis, ces syndicats ont tous appelé à voter pour Emmanuel Macron au soir du second tour de la présidentielle. Donc moi, si vous voulez, ça me fait un peu doucement sourire. Donc là, je ne soutiens pas évidemment la réforme de la SNCF parce que je crois qu'elle ouvre la voie en réalité à une privatisation, à une ouverture à la concurrence. On a vu les dégâts que ça a fait notamment vous n'êtes pas clair, en Grande-Bretagne. Et en réalité, l'Union européenne force l'ensemble de nos services publics à se privatiser, à rentrer dans une logique ça ne sera pas une mauvaise chose à mon avis pour les finances de l'État. Il nous l'État. reste un peu de temps pour parler de l'exit tax. En Grande-Bretagne, plus 120%. Pourquoi vous voulez pas qu'on parle de l'exit tax? Il milliards de dettes qu'on a, il faut essayer de mettre les services publics à l'égalité de traitement. La dette. Alors, Monsieur Léaumont, est-ce que vous voulez parler de l'exit tax? Ah voilà, la dette vient de Ça vous intéresse l'exit tax ou pas? Oui, ça m'intéresse. Mais j'aurais bien voulu dire un truc sur la SNCF. Ah non, là on va passer à l'exit tax, il nous reste une poignée de minutes. Le président Macron a annoncé par le biais d'une interview à Forbes, à la revue Forbes, qu'il allait supprimer cette exit tax payée par les contribuables partant à l'étranger. Qu'est-ce que c'est exactement, Patrice Boisfer, cette exit tax? Aux États-Unis, après les SF, le chef de l'État entend donc supprimer cette exit tax dès l'année prochaine. Ça a été instauré sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'était en 2011 pour freiner à la base l'exit fiscal pour ceux qui voulaient notamment partir en Belgique. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui quitte le territoire et qui délocalise son foyer fiscal doit s'acquitter d'un impôt calculé sur la plus-value qu'il aurait potentiellement pu réaliser en cédant sa société en France. Alors combien ça doit rapporter à l'État? Et vous me direz bien, avec cet impôt, l'État tablait initialement sur 200 millions de recettes. Mais au final, cette année, en tout cas en 2017, elle n'a récolté 70 millions. Okay. 70 millions. On dit rien. Alors ça dépend des chiffres, parce qu'en réalité, sur l'année 2016, c'était 800 millions par exemple. Donc ça fait autant dire beaucoup. Vous voyez, sort ce chiffre. Même 800 millions de Marianne. Budget de l'État, c'est pas énorme. C'était pas en fait, monsieur Macron, là c'est 70 millions et le nombre d'entreprises qui viennent pas s'installer en France à cause de ces taxes stupides, ça vous les comptez pas, évidemment. À mon avis, aucune ne prend ça. Mais par contre, la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 800 millions d'euros par exemple? Non, mais c'est pas 800 millions, c'est 60 millions. Vous avez, moi je conteste ces chiffres. Non mais vous êtes pas Bercy, nous on a les chiffres de Bercy. Alors donnez-moi les chiffres de Bercy. 70 millions sur l'année 2016. Sur l'année 2016 dernière année 2017 c'est une augmentation par rapport à 2016. Et sur l'année 2017 Sur l'année 2016 c'était moindre. Bah écoutez, c'est pas les chiffres. On a une petite augmentation 70, c'était un peu moins, je pense autour de 65. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Comment se justifie le président Macron là-dessus, Patrice? Alors, je ne veux pas d'exit tax, cela n'a pas de sens. Les gens sont libres d'investir où ils veulent. C'est signé donc Emmanuel Macron dans Forbes. Il rajoute également l'un des principaux problèmes du pays est que vous avez un coût de l'échec très important, ce qui tue l'investissement. Beaucoup de réactions, notamment celle d'Adrien Quatennens, des Insoumis. Après, Macron complète sa panoplie de président des riches. Après le masque ISF et l'épée flat tax, il lui manquait la cape exit tax. Alors, est-ce que ça va pas remettre 10 francs dans le nourrin sur le président des riches? Est-ce que c'était le bon moment, franchement, pour parler de cette exit tax? On fait pas de la politique de symbole. Non, mais de la politique on de fait symbole. Une politique avec... de la politique symbole. Nous faisons de la politique et d'efficacité. La réalité, c'est que ça rapporte 70 millions. Que ça donc il y avait urgence à la supprimer. On a beaucoup d'investisseurs qui ne souhaitent pas investir en France parce que le climat social, fiscal ne correspond pas et préfèrent aller à Londres, préfèrent aller en Belgique, préfèrent aller dans d'autres pays. Nous voulons créer de l'emploi, nous voulons créer de la valeur. Nous avons été élus pour aussi et principalement créer de l'emploi, relancer le dynamisme économique en France. Donc nous enlevons ce qui bloque. L'idée n'est pas uniquement ce qui freine. Quand ça a été créé en 2011, l'idée c'était d'envoyer un signal. Voilà, un signal. On fait de la politique de symbole. Nous, ce que l'on veut, c'est créer de l'emploi. Et tout ce qui bloque l'emploi sera combattu en France. Nous voulons que nous soyons au plein emploi. Oui, c'est un objectif. Nous voulons être au plein emploi. J'entends pas en face des solutions. Mais moi, j'approuve. En fait, vous êtes Emmanuel Macron et Emmanuel. Mais si, puisqu'Emmanuel. En fait, imaginez le retraité qui reçoit sa fiche de paye avec l'augmentation de la CSG, qui vient d'aller faire son plein d'essence et qui s'est pris un PV au passage dans Paris parce qu'il a oublié de payer son stationnement et qu'il entend ce genre de mesures. Je crois qu'il y a un sentiment. Non, je fais pas de la démagogie. Je crois qu'il y a
un sentiment d'injustice permanente dans le pays. Parce que pendant qu'on fait un cadeau de 5 milliards avec l'ISF, pendant qu'on fait ce genre de mesures, eh bien de l'autre côté, on augmente la CSG, on augmente le prix du gaz, on augmente l'ensemble des taxes diverses et variées que paient les classes populaires et les classes moyennes. Non, mais donnez-nous les manettes, nous on va vous en faire un certain nombre d'économies. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais entendre Monsieur Léaumont. Une image déplorable. Alors, Monsieur Léaumont, la réponse de la France Insoumise. C'est assez amusant parce que vous considérez qu'il faut faire tout privé. Et le privé crée de l'emploi, et c'est magnifique le privé. Et le public crée rarement de l'emploi, à part les emplois aidés ou les décisions gouvernementales. Le public crée des emplois, ça s'appelle des emplois de fonctionnaires, voilà, monsieur. Voilà, absolument. Et vous les payez comment les emplois de fonctionnaires ? Vous les payez. Ah mais c'est pas un problème, à gauche, ils ne paient pas les dettes, c'est pas un problème. Je peux vous trouver 6 milliards facilement. On supprime pas l'ISF, on supprime pas les e-tax, on met pas en place de flat tax. Et donc on continue, on a 12% de chômeurs. Vous donnez 6 milliards d'euros comme ça. Eh ben c'est pas demain que vous allez retrouver les manettes. Sans rien leur demander en échange. Mais si, parce qu'on veut qu'ils investissent en France. C'est l'investissement qui crée de la valeur, qui créera de l'emploi. Parlons-en. Moi, je sais pas si vous avez fait un peu d'économie, probablement vous en avez fait un peu. Très bien. Mais je suis désolé, c'est la base. Parlez de la situation dans les EHPAD. Il y a besoin de 7 milliards d'euros dans les EHPAD. Il faut créer de la valeur. Les 7 milliards. On va les trouver où ? Mais vous l'aviez la valeur. Vous venez de supprimer 6 milliards d'euros. Mais nous, on veut créer, on veut relancer l'économie pour créer de la valeur, pour avoir les moyens, entre autres, d'investir dans les EHPAD. Ça ne crée pas de la valeur de payer des gens pour qu'ils fassent leur travail. Ça ne crée pas de la valeur. Dans une économie ouverte, c'est la création de valeur qui crée de la richesse. Pas tous en même temps. On supprime une taxe. Alors, des effets réciproques. Les uns après les autres. On est les champions du monde de l'invention, de la créativité en matière de taxes. On en a plus de 300. Et vous vous demandez, tiens, pourquoi les entreprises licencient ? Mais je vais essayer de vous l'expliquer. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'économies. Mais vous, apparemment, encore moins. Mais bien sûr que si. Si vous n'allégez pas le poids financier, fiscal, taxes en tout genre qui pèsent sur les économies, vous vendez pas les produits. Monsieur, ce sont les TPE, les PME qui créent l'emploi dans notre pays. Vous avez 6 millions ce ne sont pas les grandes boîtes. Mais ça ne vous préoccupe pas beaucoup, apparemment. Mais bien sûr que si, ça me préoccupe. Mais pas du tout. Puisque vous continuez de préconiser de dépenser de l'argent et de charger les entreprises. Mais vous savez êtes sur ce plan-là, hélas, en économie, vous allez dire c'est la même chose. Vous êtes frères jumeaux tous les deux. Vous savez quoi? Mais vous aussi, vous êtes frères jumeaux depuis tout à l'heure. On voit pas très bien la différence entre le politique et le journaliste. Je suis désolé. Je suis en accord sur la politique. Vous êtes en accord. Allez dire ça aux retraités qui reçoivent leur fiche de paye avec l'augmentation de la CSG. Vous êtes deux sur le plateau. Le mot de la fin. Mais je suis pas d'accord avec le président sur beaucoup d'autres points. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais sur l'économie, où ce pays s'en sort, où ce pays décline des crèves. C'est votre problème. Essayez de réfléchir. Figurez-vous qu'il y a plusieurs manières de concevoir la relance économique. Moi, je conçois une relance économique par la planification écologique. Vous voyez, ça veut dire on fait des gros investissements pour sortir du nucléaire, pour passer à 100% d'énergie renouvelable. Et là, vous savez combien ça crée d'emplois? 800 000 emplois. Allez, ce sera le mot de la fin. Une économie socialiste qui crée de l'emploi et qui crée du bonheur. Merci à tous d'avoir participé à ce débat agité dans Punchline. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment animé sur ce plateau et il y a eu une tension très forte avec le député de La République En Marche, Sylvain Maillard, parce que évidemment, il défend le programme d'Emmanuel Macron en se disant que toute opposition, même démocratique, est un problème, ce qui n'est pas ma vision des choses. Et j'espère, comme toujours, que ce que j'ai dit dans cette vidéo, dans cette émission, vous a plu, vous a convaincu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis, si vous passez ici pour la première fois, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par là, pour recevoir mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche si vous voulez les notifications. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!